m'a pris mon fils. Ce ne sont pas les mots que vous vous attendez à prononcer en tant que père. Pas quand vous avez consacré chaque seconde de votre existence à être son bouclier contre un monde trop bruyant, trop dur. On me l'a pris, non pas parce que je l'avais négligé, non pas parce que je l'avais blessé, mais à cause d'un caprice narcissique dans une église et d'un mensonge vicieux murmuré dans un téléphone. Un mensonge qui a transformé ma maison, notre sanctuaire, en scène de crime, et qui a fait de mon amour le plus pur une preuve de négligence criminelle. L'État, armé par la vengeance d'une cousine, a fait irruption et a anéanti ma vie. C'est l'histoire de la façon dont j'ai tout perdu, et comment j'ai utilisé une fureur froide et méthodique pour le récupérer. Notre vie, celle de Mike et la mienne, n'était pas normale pour les autres, mais c'était la nôtre. Mike, mon fils de 7 ans. Il voit le monde à travers un prisme différent, un prisme d'autisme modéré. Les sons sont plus forts pour lui, les textures plus intenses, les routines sont des encres. Alors, j'ai construit un monde qui le voyait. Nos matins étaient un rituel précis, le doux cliquetis de sa cuillère spécifique contre son bol spécifique, le faible bourdonnement de son dessin animé préféré, le poids de la couverture lestée qui le faisait se sentir en sécurité. Mon existence entière était une forteresse de routine et de précaution, conçue pour protéger son esprit brillant mais sensible. L'agent des services sociaux n'a vu que de la négligence. Moi, je voyais de l'amour. Le matelas par terre? Ce n'était pas de la paresse. C'était parce que Mike avait des terreurs nocturnes et qu'il pouvait tomber du lit. Les serrures sur les armoires, ce n'était pas une prison. C'était un bouclier contre les produits chimiques qu'il ne comprenait pas être du poison. Les protections sur les coins de table, c'étaient des amortisseurs contre un monde trop dur pour son système sensoriel. Chaque détail étrange de notre maison était une recommandation directe du Dr Chen, son pédiatre du développement. Chaque serrure, chaque coussin, était la preuve de mon dévouement, pas de mon échec. Le mariage. Ma cousine, Vanessa. J'étais hésitant, mais je voulais que Mike soit inclus, qu'il fasse partie de la famille. Nous nous sommes assis tout au fond de l'église, près de la sortie. La musique d'orgue a commencé, un peu trop fort. J'ai vu Mike se couvrir les oreilles. Il a commencé à fredonner, un son bas et vibrant. Ce n'était pas fort, juste sa façon de gérer, de créer une bulle de son familière pour bloquer le déluge sensoriel. C'était sa soupape de sécurité. Je pensais que personne ne remarquerait, que nous étions suffisamment éloignés. Je me trompais. Le son qui a suivi n'était pas celui de l'orgue. C'était un cri, aigu, perçant, rempli d'une rage que je n'avais jamais entendue. Il ruine tout. Ce n'était pas de l'agacement. C'était une fureur pure, narcissique. Le visage de Vanessa sous son voile était déformé par la colère. Elle n'était pas offensée. Elle était insultée par la simple existence de mon fils. « Sors-le d'ici, Daniel. Il n'a pas sa place ici. » Sa voix a transpercé le silence de l'église. Tous les regards se sont tournés vers nous. Pas vers elle et sa cruauté, mais vers nous, vers le problème. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Cette rage bouillante que vous ressentez lorsque vous voulez protéger votre enfant. Mais je l'ai avalée. Je ne ferai pas de scène. Je ne validerai pas son attaque. J'ai simplement pris Mike dans mes bras, son petit corps tendu comme une corde, et je suis sortie. Le silence des invités, mon clan, était assourdissant. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a défendu. Le clic lourd de la porte de l'église se fermant derrière nous avait un son final. C'était le son d'une expulsion. Plus tard, à la réception, j'ai essayé de maintenir la paix. J'avais préparé un court message audio de Mike, juste quelques mots simples. « Félicitations, Vanessa. » C'était ma tentative de dire « Nous sommes toujours une famille. Nous te souhaitons du bien, même si tu nous as rejetés. » Je l'ai joué. Vanessa m'a fait un grand sourire, ses yeux brillants d'une froideur glaciale. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Je pensais que mon geste de dignité silencieuse était une branche d'olivier. Pour elle, c'était un acte de défi, et j'allais le payer. Moins de 24 heures plus tard, on a frappé. Pas un coup amical. Un martèlement lourd, officiel, qui a fait vibrer la porte. Une jeune femme, l'air sévère, un badge autour du cou et un bloc-notes à la main. « Monsieur Williams, nous avons reçu un signalement anonyme concernant le bien-être de votre enfant. » Anonyme. Mon sang s'est glacé. J'ai essayé d'être coopératif, l'exemple parfait. Je l'ai laissé entrer, j'ai essayé d'expliquer. Je croyais naïvement que la vérité comptait, que la logique l'emporterait. Ce fut ma plus grande erreur. Elle a parcouru notre sanctuaire comme si c'était une scène de crime. Son stylo crissait sur le papier. Pourquoi le matelas est-il par terre? Pourquoi les armoires sont-elles verrouillées?
Pourquoi les fenêtres sont-elles obstruées? J'expliquai. C'est pour son autisme, sa sécurité, les recommandations de son médecin. Elle hochait la tête, un hochement froid et dédaigneux. Ce sont des signes de négligence grave, Monsieur Williams. Elle n'écoutait pas. Elle ne cherchait pas la vérité. Elle cherchait à confirmer un récit. Mon foyer, construit avec amour, correspondait parfaitement à son manuel sur la maltraitance. Puis, les mots qui ont fait s'effondrer le monde. Nous procédons à un retrait d'urgence. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Retrait? Où ça? J'ai paniqué. Je lui ai montré les brochures du Dr Chen, les dossiers médicaux. Elle a reculé, a sorti son téléphone et a appelé des renforts. Ils l'ont pris. Ils ont physiquement pris Mike. Il hurlait. Pas son fredonnement d'adaptation, mais un cri de terreur pure, animal. Il s'agrippait à moi. J'ai cessé d'être un père. J'étais un agresseur présumé. Ils m'ont laissé là, dans l'embrasure de la porte, hébété, tenant dans ma main son dinosaure bleu préféré qu'il avait laissé tomber. La maison était silencieuse. Pas calme, silencieuse. Le silence d'une tombe. Ma vie était terminée. La première nuit fut la pire. Le silence n'était pas seulement une absence de son. C'était une présence physique, lourde, qui me pressait la poitrine. Je me suis assis sur le sol de la chambre de Mike, agrippant le dinosaure en plastique bleu qu'il avait laissé tomber. Il faisait froid. Je n'avais pas remarqué à quel point la maison était froide sans lui. J'ai rampé jusqu'à son matelas, posé sur le sol, l'un des objets de négligence. J'ai enfoui mon visage dans son oreiller, cherchant désespérément son odeur. Je l'ai trouvé. Un mélange ténu de son shampoing à la pomme et de cette odeur indescriptible, innocente, de petit garçon. C'est là que j'ai pleuré. Un sanglot sec et silencieux qui m'a déchiré la gorge, parce que la preuve même de mon amour était devenue l'arme qui l'avait emporté. Mon foyer s'est transformé en un musée de ma propre incompétence perçue. Chaque serrure d'armoire me criait dessus. Chaque protection d'angle de table me jugeait. L'agent des services sociaux, avec son stylo et son bloc-notes, avait méticuleusement dépouillé chaque acte d'amour de son intention, ne laissant que la coquille vide d'un environnement dangereux. Je ne me sentais pas seulement triste, je me sentais profanée. J'ai erré dans les pièces, une main traînant sur les murs, comme si je pouvais encore sentir sa présence. Mon identité de père, la seule chose qui me définissait, avait été anéantie en quelques heures, remplacée par le titre légal froid de parent accusé. Le chagrin s'est transformé en quelque chose d'autre au lever du soleil. Le désespoir s'est solidifié en une rage froide et précise. Ce n'était pas une erreur administrative, c'était une attaque. Le sourire glacial de Vanessa à la réception m'était revenu en mémoire. Son « félicitations » m'avait semblé faux, mais je n'avais pas compris. Maintenant, je voyais. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà posé la bombe et qui attendait simplement le tic-tac. Elle n'avait pas seulement voulu nous exclure, elle avait voulu nous détruire. La naïveté qui me restait, ma croyance en la décence fondamentale de la famille, s'est évaporée avec la rosée du matin. Il ne s'agissait plus de récupérer Mike. Il s'agissait d'une guerre. Je n'ai pas appelé ma famille. J'ai appelé un avocat. J'ai cherché meilleur avocat en droit de la famille, spécialisé dans les services sociaux. Le nom d'Elizabeth Rice est apparu. Son bureau était stérile, sentait le vieux papier et le café fort. Elle n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas compatissante. Elle était comme un scalpel. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux ne quittant jamais les miens, ses doigts tapotant un stylo cher contre un bloc-notes jaune. J'ai tout déversé. L'église, le fredonnement de Mike, la rage de Vanessa, l'agent ignorant, le matelas au sol. J'ai terminé, la voix brisée, m'attendant à de la sympathie. Ce que j'ai reçu fut bien plus précieux. « Il ne vous croit pas, Monsieur Williams », dit-elle d'une voix neutre. « Le système est conçu pour présumer que le parent est coupable. Le fardeau de la preuve repose entièrement sur vous. L'État pense avoir sauvé un enfant d'un monstre. Nous avons exactement 72 heures avant l'audience d'urgence pour leur prouver qu'ils ont commis une erreur catastrophique. Alors, pas de larmes, des faits, des dossiers. Maintenant, elle n'était pas un mentor chaleureux. Elle était un sergent instructeur. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mon chagrin n'avait pas sa place ici. Seule la fureur méthodique était autorisée. J'ai commencé à construire mon arsenal. Mon premier appel fut pour le Dr Chen, le pédiatre du développement de Mike. J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase qu'il a explosé. C'est de la folie médicale. C'est une ignorance crasse. Sa voix, habituellement si douce et académique, crépitait d'indignation professionnelle. Le matelas au sol ? C'est le protocole de sécurité standard pour les troubles du sommeil liés à l'autisme. Les serrures ? C'est la prévention. Je ne vais pas seulement témoigner, je vais rédiger un affidavit qui démolira leur évaluation.
Ils ont confondu un soin expert avec de la négligence. J'ai senti la première fissure dans la glace de ma panique. Mon deuxième appel fut pour Morgane, ma voisine, une enseignante en éducation spécialisée. Elle voyait Mike et moi dans le jardin presque tous les jours. Elle n'a même pas laissé de place au doute. « Daniel, c'est absurde. J'ai vu comment vous interagissez. Je leur décrirai votre routine, la façon dont vous utilisez des signaux visuels pour ces transitions, la patience que vous avez. Je dirai aux juges qu'ils ont pris un enfant de la maison la plus sûre et la plus structurée de ce quartier. Dites-moi simplement quand et où. » Les alliés n'étaient pas ma famille. C'étaient les professionnels qui voyaient vraiment. La guillotine des 72 heures était suspendue au-dessus de ma tête. Elisabeth a canalisé ma panique. La colère ne sert à rien. Les dossiers servent. Ma vie est devenue une course folle contre la montre. L'odeur de l'ozone de mon vieux combiné imprimante fax remplissait l'appartement alors que je demandais frénétiquement des dossiers. Le bureau du docteur Chen, le dossier scolaire de Mike, les évaluations de l'ergothérapeute. Mes mains tremblaient en signant les formulaires d'autorisation. Chaque signature était un cri silencieux, une prière sur papier pour qu'il rende mon fils. Des nuits blanches, alimentées par un café au goût de cendre, ont suivi. Elisabeth et moi avons transformé ma salle à manger en salle de guerre. Nous avons pris la liste de l'agent des services sociaux, chaque point, une accusation, et l'avons démantelée, pièce par pièce. Matelas au sol est devenu annexe A, prévention des chutes, dossier médical B12. Serrure d'armoire est devenue annexe B, protocole de prévention de l'empoisonnement pour Pika, rapport C4. Nous n'écrivions pas une défense. Nous construisions une forteresse juridique impénétrable, brique par brique de preuves documentées. Au milieu de cette frénésie, ma mère a appelé. Sa voix était hésitante, faible. Vanessa avait été très occupée. Elle avait appelé tout le monde. Elle avait pleuré. Elle avait dit qu'elle était tellement inquiète pour Mike, que j'étais instable, dépassée, que je refusais l'aide. Le mensonge était déjà enraciné. La campagne d'empoisonnement avait commencé. J'ai senti le sol se dérober une seconde fois. Vanessa ne s'était pas contentée d'appeler les services sociaux. Elle avait méticuleusement coupé toutes mes lignes de soutien familial. L'enquêteur d'Elisabeth a confirmé le pire. Le père de Vanessa, mon oncle Charles, celui qui m'emmenait à la pêche enfant, avait déposé une déclaration sous serment, un parjure. Il affirmait qu'il avait longtemps eu des inquiétudes concernant ma capacité à m'occuper de Mike, qu'il m'avait vu perdre patience. Des mensonges purs, calculés, conçus pour étayer le récit de Vanessa. La trahison n'était plus seulement celle d'une cousine narcissique, c'était une conspiration familiale. Le goût amer de la bile m'est monté à la gorge. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait qu'eux et moi. Les téléphones se sont tus. Plus d'appels de tantes, d'oncles. Même mes propres parents, pris dans les tirs croisés, étaient confus. Ils voulaient entendre les deux versions. Je leur ai crié au téléphone. Il n'y a pas deux versions. Il y a la vérité. Et il y a un mensonge malveillant qui m'a volé mon fils. Mais le doute que Vanessa avait semé était un poison puissant. J'étais complètement, totalement seule. Une île, avec pour seule bouée de sauvetage un avocat cher et une pile de papier. Puis vint la visite. La première visite supervisée. L'établissement des services sociaux sentait le désinfectant bon marché et un désespoir institutionnel qui collait à la peau. La pièce était beige. Tout était beige. Les murs, les chaises en plastique, même la lumière semblait beige. Et puis il est entré, tenant la main d'une assistante sociale. Il portait des vêtements qui n'étaient pas les siens, trop grands, d'une couleur terne. Il avait l'air petit, pâle, ses yeux fuyant les miens. J'ai tendu la main, mais il s'est assis dans le coin et a commencé à se balancer, serrant ses genoux. 1 heure. J'ai eu 1 heure pour le regarder régresser sous mes yeux. Le retour de cette visite a été le point le plus bas de ma vie. Ce n'était pas seulement de la tristesse, il était blessé. Il le blessait. Les structures que j'avais passé 7 ans à construire méticuleusement, ses routines, son sentiment de sécurité, sa confiance, s'effondraient en quelques jours d'une protection bien intentionnée. Ma fureur n'était plus froide. Elle était brûlante. Ils n'avaient pas seulement tort. Ils étaient activement en train de nuire à mon enfant. La détermination est devenue aussi dure que le diamant. Je ne me contenterai pas de le récupérer. Je les ferai payer pour chaque seconde de sa terreur. L'enquêteur d'Elisabeth a trouvé une mine d'or, les photos publiques du mariage sur les réseaux sociaux. Et là, souriant à l'objectif, d'autres enfants. Une petite bouquetière, un porteur d'alliance, pas plus âgé que Mike. Le mariage sans adulte de Vanessa était un mensonge.
Un mensonge égoïste conçu pour justifier son explosion de colère. Un mensonge qui prouvait, sans l'ombre d'un doute, son intention discriminatoire spécifique contre mon fils. Nous avons imprimé les photos en haute résolution. Chaque sourire innocent était un clou de plus dans le cercueil de sa crédibilité. Elisabeth m'a fait passer un interrogatoire. Nous étions dans son bureau à 2h du matin. Ils vont vous dépeindre comme un monstre en colère et instable. C'est leur seule carte. Ne tombez pas dans le panneau. Ne vous énervez pas. Ne levez pas la voix. Soyez factuel. Soyez ennuyeux. Laissez-moi être en colère. Vous êtes le père dévoué, confondu par l'État. C'est tout. J'ai répété mon témoignage devant le miroir de ma salle de bain vide. Oui, le matelas est par terre, sur recommandation médicale. Ma voix me semblait étrangère, plate, morte. C'était parfait. La nuit avant l'audience. Le sommeil était impossible. La maison était une tombe silencieuse. Je n'ai pas dormi dans mon lit. Je me suis allongée sur le matelas de Mike. J'ai serré son dinosaure bleu contre ma poitrine. L'air était chargé d'une peur si épaisse que je pouvais presque la goûter, métallique et aigre. Je ne me battais pas seulement pour mon fils. Je me battais pour le droit de sentir son shampoing à la pomme, pour le droit de m'allonger sur ce matelas au sol, pour le droit de continuer à pratiquer les rituels d'amour que le monde avait décidé de qualifier de négligence. Entrer dans le palais de justice était surréaliste. Je portais un costume bon marché que je n'avais pas mis depuis des années. Il était trop serré aux épaules. Dans mes bras, je ne portais pas mon fils. Je portais une boîte d'archives en carton. Elle était incroyablement lourde. Pas seulement à cause du poids du papier, mais à cause du poids de ce qu'elle représentait. C'était ma paternité, distillée en dossiers médicaux, rapports scolaires, évaluations de thérapeutes, photos et affidavits du Dr Chen et de Morgan. C'était la preuve tangible de mon amour. Alors que j'attendais dans le couloir, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. « J'ai besoin de vous voir. C'est Thomas, le mari de Vanessa. » Mon cœur s'est arrêté. Un piège ? Une tentative de dernière minute pour me déstabiliser ? J'ai répondu « Où ?» Il m'attendait dans un café de l'autre côté de la rue. Il avait l'air d'un homme brisé. Son costume de mariage, ou du moins un costume tout aussi cher, était froissé. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il avait honte. Il a fait glisser son téléphone sur la table collante. Je ne peux pas être complice de ça. Elle est malade. Sa voix était un murmure rauque. Je suis tellement désolée. Elle était furieuse à cause de votre message audio. Elle a dit que vous aviez essayé de lui voler la vedette, de la faire passer pour la méchante. Il a bafouillé, son dégoût pour sa propre femme évident. J'ai attendu, mon souffle suspendu. Elle a passé l'appel depuis la réception, a-t-il dit. J'ai filmé les discours, et la caméra a continué à tourner. Il a appuyé sur play. L'écran s'est éclairé. J'ai vu mon propre visage, jouant le message audio de Mike. La caméra a ensuite balayé la foule, et elle s'est arrêtée sur elle. Vanessa, souriante, applaudissant avec les autres. Puis son sourire s'est effacé, remplacé par un masque de mépris pur. Elle s'est éloignée de la table d'honneur, son téléphone déjà à l'oreille. Le rodatage en haut de l'écran était clair. 5 minutes. 5 minutes après que j'ai joué la voix de mon fils, elle était au téléphone avec les services sociaux, inventant un récit de négligence. Elle n'était pas inquiète. Elle n'était pas confuse. Elle était vengeresse. Elle a utilisé l'arme la plus lourde possible, l'État, pour me punir d'un prétendu affront social. Thomas m'a transféré le fichier. La vidéo était maintenant sur mon téléphone. L'arme fumante. La preuve irréfutable de la malveillance. Du mens rea. Elle est obsédée par le fait que vous avez gâché sa journée, a-t-il répété, comme pour s'excuser. Il s'est levé, a laissé un billet sur la table. Ne dites pas que vous l'avez eu de moi. J'espère que vous le récupérerez. Il est parti, disparaissant dans la foule du matin. Je suis resté assis là pendant 1 minute entière, regardant la barre de progression du transfert de fichiers. La peur de la nuit dernière, cette angoisse dévorante, s'est évaporée. Elle m'a été remplacée par une certitude de granit, froide et tranchante. J'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai attrapé ma lourde boîte de preuves. J'ai traversé la rue pour retourner au palais de justice. Ce n'était plus une audience pour récupérer mon fils. C'était une exécution. Et j'avais la hache. La salle d'audience était froide. Elle sentait la vieille moquette et l'anxiété. Elizabeth Race s'est levée, non pas avec passion, mais avec la précision d'un chirurgien. Elle n'a pas plaidé. Elle a disséqué. L'avocat de l'État, qui semblait déjà mal à l'aise, s'est affaissé, tandis qu'elle empilait les preuves. Annexe A. L'affidavit du Dr Chen.
Sa voix résonnait, claire et sans émotion. Elle a lu la description médicale de la raison pour laquelle un matelas au sol était un soin expert, pas de la négligence. Elle a lu l'affidavit de Morgan sur mes techniques d'adaptation parentale avancée. Elle a transformé méthodiquement chaque accusation de l'agent des services sociaux en une preuve de leur propre incompétence systémique. L'État fonde une grande partie de son dossier sur la déclaration de la cousine, Madame Vanessa Donovan, selon laquelle mon client a causé une perturbation lors d'un événement strictement réservé aux adultes. Elisabeth a fait une pause, laissant le silence s'installer. Puis, le bruit sourd d'un projecteur s'allumant. Elle a projeté les photos du mariage sur le grand écran. La bouquetière souriante, le porteur d'alliance, d'autres enfants, riant près du gâteau. Le mensonge était là, en couleur, indéniable. J'ai entendu l'avocat de l'État murmurer un juron. L'accusation de perturbation s'est évaporée, révélant la discrimination nue qu'elle était. Enfin, votre honneur, la preuve de l'intention malveillante. Le silence dans la salle était absolu, rompu seulement par le faible sifflement de l'ordinateur portable d'Elisabeth. Elle a lancé la vidéo. On a d'abord entendu ma propre voix, jouant le message audio de Mike, puis la caméra a bougé. On a vu Vanessa, son visage passant d'un sourire social à un masque de mépris pur. On l'a vu s'éloigner, son téléphone déjà à l'oreille. L'horodatage en haut à droite, 19h42, 5 minutes après mon discours. J'ai regardé le juge. Son visage, auparavant neutre, était devenu du granit. Il ne regardait plus l'écran. Il regardait l'avocat de l'État. Le marteau du juge a frappé, le son sec faisant sursauter tout le monde. L'ordonnance de retrait est annulée, avec effet immédiat. Sa voix était glaciale. Il a fustigé l'agence pour son ignorance inexcusable et sa susceptibilité à une manipulation malveillante évidente. Le soulagement m'a frappé si fort que mes genoux ont fléchi. J'ai gagné. Je l'ai récupéré. En sortant, tremblant, je l'ai vue, Vanessa. Ses yeux étaient fous. Elle m'a attrapé le bras. « Ce n'est pas fini », a-t-elle sifflé, sa voix basse et venimeuse. J'ai retiré mon bras de sa prise comme si je touchais quelque chose de sale. « Oh si », ai-je répondu, ma voix plate. Ça l'est. La bataille était gagnée, mais la guerre pour la sécurité de Mike venait de commencer. Le tribunal a ordonné une nouvelle évaluation, mais cette fois, ils ont envoyé une spécialiste compétente. Le docteur Ramirez n'est pas arrivé avec un bloc-notes et des accusations. Elle est arrivée avec un sourire fatigué mais authentique et a demandé si elle pouvait enlever ses chaussures. Elle s'est assise par terre avec moi, à regarder les serrures. « C'est un travail impressionnant », a-t-elle dit, sa voix douce. « Ce sont les protocoles exacts que nous recommandons. Vous avez créé un environnement médicalement approprié et stimulant. J'ai failli m'effondrer de gratitude. » Elle n'a pas vu de négligence. Elle a vu l'expertise d'un père. Son rapport a officiellement fermé le dossier, le qualifiant de « malveillant » et sans fondement. Le ramener à la maison n'était pas une célébration. C'était une réparation. Le silence de la voiture sur le trajet du retour était tendu. Il s'agrippait à son dinosaure bleu. Mais quand j'ai ouvert la porte de notre appartement, je l'ai vu se détendre. Il a inspiré profondément, sentant l'odeur de chez nous. Il a couru vers sa chambre, a touché son matelas au sol, a aligné ses jouets. Ce soir-là, je lui ai donné son bain, l'odeur familière de shampoing à la pomme remplissant la salle de bain. Je l'ai bordé sous sa couverture lestée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai entendu le son le plus précieux du monde, le rythme lent et régulier de sa respiration endormie. La maison était à nouveau pleine. Plusieurs mois ont passé. Nous reconstruisions nos rituels. Puis, un soir, on a frappé. Pas le coup officiel de l'État, mais un tapotement hésitant, presque faible. J'ai ouvert la porte. C'était elle, Vanessa. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de laid et de brisé. Thomas l'avait quittée, emportant avec lui sa validation et son statut. Elle portait un vieux sweatshirt. Ses cheveux étaient sales. « Daniel » a-t-elle commencé, ses yeux cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Je voulais juste... Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle était là pour chercher l'absolution, pour alléger son propre fardeau. Je n'ai rien dit. J'ai attendu, mon cœur battant comme un tambour froid. Mike est sorti du salon, attiré par la voix étrangère. Il s'est arrêté derrière ma jambe, me regardant, puis la regardant. Vanessa a tenté un sourire, un rictus pitoyable. « Salut Mike ». Mike s'est avancé d'un pas. Il n'a pas crié, il n'a pas fredonné. Il l'a regardé droit dans les yeux, son petit visage tendu par une compréhension que je ne lui connaissais pas. « Tu as été méchante », a-t-il dit,
sa voix claire et étonnamment forte dans le silence du couloir. « Tu as été méchante avec mon papa. Tu étais bruyante et effrayante. Il n'y avait pas de malice, juste la vérité, l'observation pure et honnête d'un enfant. L'accusation de l'État, les preuves d'Elisabeth, le dégoût de Thomas. Rien de tout cela n'avait brisé Vanessa. Mais les mots de Mike l'ont fait. L'enfant même qu'elle avait essayé d'effacer, l'enfant qu'elle avait utilisé comme un pion dans sa vengeance narcissique, venait de la juger et de la déclarer coupable. Un son horrible est sorti de sa gorge, un mélange de sanglots et de hoquets. Elle a reculé, comme si elle avait été frappée. La honte, enfin, l'a submergée. Elle n'a rien dit. Elle s'est retournée, a dévalé les escaliers en trébuchant. J'ai fermé la porte. C'était vraiment fini cette fois. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était différente. Fini l'hésitation, la confusion. Elle était en colère, mais pas contre moi. « Daniel, je convoque une réunion de famille, chez moi, dimanche. Toi, moi et eux. Charles, sa femme, et Vanessa s'ils osent. » Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par une réconciliation. « Ce n'est pas une réconciliation, Daniel, » a-t-elle dit, sa voix dure comme l'acier. « C'est un jugement. » Thomas a appelé papa. Il a tout dit. « Apporte tes papiers. Apporte la vidéo. C'est fini. » J'ai réalisé que ce n'était plus mon combat. La vérité avait fait son chemin, et le corps familial, enfin réveillé, se préparait à exciser son propre poison. Le salon de mes parents sentait le rôti et la tension. C'était surréaliste. Mon oncle Charles et sa femme étaient assis sur le canapé, l'air rigide. Vanessa n'était pas là. Ma mère s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle a méthodiquement posé les preuves sur la table basse. Le rapport élogieux du docteur Ramirez, la lettre de cessation et de désistement d'Elisabeth, détaillant l'intention malveillante. Et puis, elle a connecté mon téléphone à la télévision. Elle a joué la vidéo. Le silence était total, brisé seulement par le souffle choqué de ma tante. Mon oncle Charles, le parjure, est devenu gris-cendre. Thomas est entré. Il n'avait pas l'air brisé cette fois. Il avait l'air résolu. Il a confirmé chaque détail. La vendetta, les mensonges, la campagne d'empoisonnement téléphonique. Il a regardé son ancien beau-père. « Tu savais, Charles, tu as menti sous serment pour elle. » La famille s'est retournée contre eux. Ce n'était pas moi qui criais. C'était mes tantes, mes oncles, mes propres parents. C'était une explosion de honte et de fureur collective. Comment as-tu pu utiliser un enfant? C'est monstrueux. Charles et sa femme se sont levés et sont partis sans un mot, sous les huées de leur propre sang. L'amputation était complète. Je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, seulement le vide froid de la justice rendue. J'ai gagné. J'ai récupéré mon fils. J'ai mes documents légaux, ma paix. La victoire est amère. J'ai perdu l'illusion de la famille, la croyance que le sang signifiait la loyauté. Mais j'ai gagné quelque chose de mieux. La famille élargie, réveillée et honteuse, s'est ralliée. Pas à moi, mais à Mike. Ils ont appelé. Ils ont demandé à apprendre. Ils ont acheté des écouteurs anti-bruit pour les fêtes. Ils ont adapté leur maison. J'ai forgé une nouvelle communauté pour lui, non pas basée sur des obligations de sang fragile, mais sur la vérité et l'effort. J'entends parfois des nouvelles de Vanessa et de ses parents. Ils sont des parias, isolés. Je n'y pense pas. Je suis trop occupée à écouter Mike me raconter sa journée. C'est le seul son qui compte.